Si je suis pas audible, mais je pense que comme ça a l'air d'être bien lancé. Bonsoir Irène Frachon. Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous et bienvenue à cette première session des rencontres d'automne. Donc nous avons 1 heure pour échanger pas du tout, mais je vais le prendre comme ça. Je pense que ce sera beaucoup mieux. Donc on a 1 heure pour échanger sur des questions de type plus personnel, sur votre parcours, pour en venir après plus sur l'affaire et la médiatisation de l'affaire du Mediator. Donc, voilà. Je vais commencer par une rapide présentation de votre parcours. Donc, vous êtes né à Boulogne-Billancourt. Vous avez suivi des études de médecine. Vous donnez la date, 63. Voilà, 63. Vous êtes depuis 1996 pneumologue au CHU de Brest. Et puis, donc, vous êtes connu pour avoir révélé l'affaire du Mediator, donc ce médicament antidiabétique qui a été prescrit aussi largement comme un coupe-faim. Je vous arrête. C'est un médicament coupe-faim présenté frauduleusement comme un antidiabétique. Alors, c'était l'inverse, exactement. Non, mais c'est ce qui est écrit partout. Mais la réalité, c'est que c'est un coupe-faim présenté frauduleusement comme antidiabétique. Merci. Et donc, en 2009, vos recherches et votre engagement ont permis d'interdire le Mediator, la commercialisation du Mediator en France. Et donc, vous avez mis en lumière les dysfonctionnements de la réglementation des médicaments en France. Et donc, c'est aussi dans ce cadre-là qu'on se réjouit de vous avoir ce soir. Donc, je vais commencer directement avec les questions plus de type personnel. Oui, si vous voulez ajouter quelque chose à la biographie, allez-y. Des dysfonctionnements de la régulation du médicament, oui, mais d'abord un crime industriel hors norme. Très bien, le décor est planté pour la suite de la discussion. Donc, je vais commencer par aborder des questions plus sur votre héritage familial et protestant, pour aussi comprendre ce qui vous anime, aussi dans votre engagement. Donc dans nos différentes recherches, on a trouvé aussi que vous revendiquez l'influence d'Albert Schweitzer et de Martin Luther King. Donc ce sont des héros de votre enfance. Que vous ont-ils apporté l'un et l'autre? Bon alors, c'est assez drôle parce que ce qui fonde un peu nos convictions et finalement peut-être des règles de vie pour la vie entière, le bagage qu'on porte, on ne se retourne pas forcément pour le revoir ou même se rendre compte qu'il est là. Et juste pour vous dire que c'est à force de me questionner, c'est-à-dire qu'il fallait que je réponde au questionnement de beaucoup de gens en me disant « mais pourquoi est-ce que vous dénoncez l'affaire du Mediator ?» Moi, ça me paraissait complètement naturel de la dénoncer, à dire vrai. Donc, je me suis dit « pourquoi est-ce que je dénonce ?» C'est surtout pourquoi je ne dénoncerais pas, en fait. Et c'est en réfléchissant à tout ça que je me suis souvenue de l'enseignement majeur que j'avais eu à l'école biblique. Je me souviens très bien, c'était à la paroisse de Saint-Cloud. Et nous avions des monitrices d'école biblique qui nous parlaient, et je pense qu'une année a dû être consacrée à étudier la vie d'Albert Schweitzer, d'une part, et d'autre part, Martin Luther King. Bon, on ne va pas dire que ce sont les saints de l'histoire protestante, n'est-ce pas? Mais ce sont en tout cas voilà, des références majeures. Et petite fille, je devais avoir à ce moment-là, comme à l'école biblique, je ne sais pas, 9 ans, je dirais comme ça, approximativement. Et ça m'avait super impressionnée. Et le docteur Albert Schweitzer était pour moi un modèle. Et très naturellement, je me suis dit, quand je serai grande, j'irai en Afrique soigner les indigènes d'Afrique, ou les autochtones, maintenant je ne sais pas comment on peut les appeler, les Africains. Parce que c'était c'était tout à fait naturel. Et plus de 20 ans après l'école biblique, je me suis retrouvée non pas en Afrique, mais à la frontière entre la Birmanie et la Thaïlande pour soigner et prendre en charge les Karen, donc une ethnie pourchassée par le pouvoir en Birmanie et réfugiés tout au long de la frontière entre la Birmanie et la Thaïlande. Eux-mêmes, d'ailleurs,
en partie, alors c'est un mélange intéressant, c'est Karen, l'élite ayant été évangélisée au XIXe siècle d'ailleurs par des évangélistes, je crois, américains. Et quand je suis arrivée là-bas, en plein milieu de la jungle, j'ai trouvé un petit temple. Voilà. Très bien, merci. Et donc, encore dans votre sphère familiale, il y a d'autres personnes qui vous ont inspiré, notamment des résistants. Enfin, pensez-vous avoir été influencé par ces personnes et qui sont-elles? Oui. Alors, les histoires familiales, elles sont toujours très importantes. Là encore, on ne pense pas toujours à les revisiter mentalement, mais ça a été nécessaire. D'abord, j'ai une descendance protestante très marquée, puisque des deux côtés, père et mère, mes aïeux sont de l'Église réformée. Voilà. Ça n'est pas tout à fait un hasard, puisqu'à l'époque de mes parents, on ne pouvait pas se marier forcément avec d'autres amoureux. Mais c'est un excellent couple, heureusement. Et du côté de ma mère, j'étais en admiration totale devant mon grand-père, l'amiral Hubert Meyer, qui était officier de marine à la retraite, qui d'abord était un homme merveilleux et surtout qui avait négocié à la fin de la guerre la libération des poches de La Rochelle et de Royan et de Rochefort. Royan a été bombardé, mais pour La Rochelle et Rochefort, en négociant la reddition sans faire sauter toutes les installations, ce qui était et avec le minimum d'effusion de sang, avec un discours d'ailleurs, avec un dialogue engagé avec un protestant allemand, l'amiral Schirlitz. Et ça a été très dangereux, il a échappé à des attentats, enfin ça a été extrêmement compliqué. Et il a raconté cette histoire-là dans un livre qui s'appelle Entre-marins. Et ce récit était un récit fondateur aussi pour nous. Et puis du côté de mon père, il y avait plusieurs histoires, il y avait plusieurs héritages. Je suis descendante du doyen Raoul Allier, qui était donc doyen de la faculté protestante de Paris. Mon grand-père donc était Jacques Allier, et ce grand-père banquier pour la Banque de Paris et des Pays-Bas a été, sur ordre du gouvernement en 1939, récupéré. Alors, en fait, il travaillait en tant que banquier avec la Norsk Hydro, qui est une société norvégienne qui fabriquait des engrais en utilisant l'énergie hydroélectrique et qui avait comme résidu, on peut dire ça comme ça, de l'eau lourde. Et l'eau lourde était extrêmement convoitée, à la fois par les Allemands et par les Alliés, notamment l'équipe de Joliot-Curie ici, pour les expérimentations sur la fission nucléaire et la mise au point de bombes atomiques. Et connaissant les liens très étroits entre donc mon grand-père professionnel avec cette usine qui avait des stocks d'eau lourde, les seuls vraiment importants disponibles, et que convoitaient bien évidemment aussi les Allemands, mon grand-père a accepté donc la mission d'aller négocier et chercher ces bidons d'eau lourde en Norvège. Et ça a été d'ailleurs une des premières étapes de l'histoire de l'eau lourde, qui a fait d'ailleurs l'objet d'un film dans lequel il joue son propre rôle. Et il a réussi cette mission, non sans avoir échappé, là aussi, à un détournement d'avion. Enfin voilà, il a joué. Alors en plus, c'est drôle parce que c'était un grand-père qui avait plutôt un physique, on va dire, un peu passe-partout. Enfin, c'était pas James Bond, quoi. Et il a vraiment eu un rôle d'espion. Enfin, il a joué un rôle où il coinçait des indices dans sa valise, un cheveu, pour savoir si sa valise avait été fouillée lors de son arrivée donc à Oslo, etc. Donc c'était des récits qui étaient tout à fait fascinants. Et ce grand-père, alors il y a quelque chose d'un peu peut-être psychanalytique dans tout ça, puisque ce grand-père, Jacques, avait perdu son frère aîné
Roger Allier, tué à la guerre de 14, à Saint-Dié, des Vosges, un des premiers à tomber dans les bataillons de chasseurs alpins. Et toute cette histoire-là était une histoire qui nous était contée, souvent avec beaucoup d'émotion, et qui comptait beaucoup pour nous. Et pour vous donner un petit exemple, là, je reviens d'un séjour à Saint-Dié, parce que j'ai été invitée par le Festival international de géographie pour des tables rondes. Et à Saint-Dié, je suis allée me recueillir sur la tombe de ce grand-oncle Roger Allier. Voilà. Alors, après, tout ceci est finalement, voilà, en tout cas, des histoires fortes et importantes dans notre réceptacle, enfin, voilà, personnel. Et je m'en suis aperçue que c'était important. Est-ce que vous pensez qu'il y a un trait de caractère de famille qui ressort aujourd'hui en vous, dans votre engagement? Je ne sais pas si c'est un trait de caractère particulier. Moi, j'ai plutôt mauvais caractère. Bon. Et ça a toujours été plutôt un défaut, d'ailleurs. Et je suis très contente que ce défaut soit devenu un petit peu une qualité. Je suis assez péremptoire, etc. Enfin, des choses qui ne me plaisent pas tellement et qui ne sont pas très utiles dans la vie de tous les jours. Mais il se trouve que là, c'est devenu très important d'être péremptoire, obstiné, de parler haut et fort, d'être une grande gueule, enfin tout ce que vous voulez, qui fait que ça peut être pénible. Mais là, il se trouve que ça a été utile. Mes grands-pères enfin, avaient tous voilà, du côté allié, je pense qu'il y avait des orateurs et des gens engagés, voilà. Mais du côté Meyer aussi, c'était voilà, on se fabrique avec tout ça. Exactement. Donc vous les avez un peu nommés, vous avez des qualités pour protester. Et donc dans votre rattachement à la foi protestante, vous portez aussi cette croix huguenote. Alors la croix huguenote, elle est offerte par mon mari catholique. Je dis catholique, mais un peu crypto-protestant quand même. Alors, c'est drôle parce que je n'ai jamais porté de croix huguenote spontanément. Alors, juste pour la petite histoire, mon grand-père Jacques Allier avait une très belle collection de croix huguenotes anciennes qu'il a léguées à l'histoire du protestantisme français, mais non sans avoir offert à ses petites filles de choisir une croix parmi les croix qu'il avait. Et j'en ai une, mais elle est trop grande pour être portée en fait. Et donc, je ne portais pas de croix protestante spécialement. Et mon mari m'en a offert une vers, je sais pas, 2009, parce que je l'avais aperçue dans un bijoutier, puis je l'avais trouvée très jolie. Et ça tombait bien, parce que l'affaire du Mediator a débuté assez rapidement après, notamment la médiatisation. Et là, je me suis dit, je ne vais pas la décrocher, parce que je sens qu'on va me demander qui je suis, d'où je viens. Ben là, il y a au moins une clé. Et donc, je la porte depuis ce moment-là. Alors justement, est-ce que vous diriez que votre engagement dépend de votre foi? Quel lien voyez-vous entre votre engagement dans l'affaire du Mediator? Alors, j'espère bien que non, parce que j'espère bien qu'en citoyenne, voilà, d'autres origines, j'espère bien que j'aurais eu exactement le même comportement et le même engagement dans l'affaire du Mediator, parce que ça n'est pas au nom ni d'une foi, ni d'une idéologie particulière que j'ai estimé absolument nécessaire de raconter cette histoire-là, d'en témoigner. Mais néanmoins, je me suis aperçue que cette foi et cette éducation-là donnaient de la force dans l'engagement, parce qu'elle aidait à ne pas avoir peur, je pense. Enfin, j'ai eu très peur, hein, mais en tout cas, ça permettait d'avoir une perspective et une confiance. Et puis, je me suis aussi aperçue que finalement, ce qu'on appelle le serment d'Hippocrate, et qui a été amplement et très bien remanié en 2012, donc, eh bien, ce qu'on promet ne déplairait pas au message du Christ.
notamment une phrase que je voudrais vous citer, parce qu'elle est très importante et je l'ai relue souvent, en fait, pour me persuader que ce que je faisais, c'était juste mon métier, en fait. Voilà. Mais je pense que je l'ai prise là pour vous la rappeler. Donc, on parle des personnes qu'on va soigner. Et une phrase est importante, particulièrement là. J'interviendrai pour protéger les personnes si elles sont affaiblies, vulnérables, ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Pas besoin de vous faire un dessin pour savoir. Voilà. Merci, ce sont des mots très forts. Et donc, vous vous êtes engagé, vous avez utilisé votre voix pour défendre des personnes vulnérables. Alors, petite parenthèse, j'ai appris que vous souhaitiez un jour devenir chanteuse lyrique. Est-ce que non, 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 j'ai en fait, la vocation de médecin, je vous ai dit, elle est née très jeune. Après, probablement que s'il n'y avait plus l'école biblique, j'aurais peut-être fait autre chose, ou de la musique, ou du chant, voilà. C'est comme ça. J'avais vu votre intérêt, en tout cas, pour la musique, et je trouvais ça intéressant de voir que vous aimez utiliser votre voix, chanter, et donc c'est un peu aussi un fil conducteur dans votre chemin maintenant de vous faire porte-voix de toutes ces victimes et ces malades du Mediator. Et donc, vous découvrez plus tard, en 2017, à l'occasion d'une interview, ou bien vous le mentionnez dans une interview, que vous découvrez le terme de lanceur d'alerte. Oui, c'est un mot qui était pratiquement inconnu à l'époque. Hein, donc l'alerte, je l'ai lancée en 2010, c'est-à-dire en publiant un livre qui raconte une enquête scientifique et puis qui s'apparentait petit à petit à un vrai polar qui avait commencé en 2007. Voilà, en sachant que c'est une affaire qui me suit depuis que j'ai 27 ans, en fait. Voilà. Les premières victimes de ce laboratoire, Servier, j'entre en contact avec elles à l'âge de 27 ans, quand je suis jeune interne en médecine. J'en ai 60 aujourd'hui. Et donc, pour revenir au terme de lanceur d'alerte, pouvez-vous nous dire, Irène Prachon, comment est-ce qu'on devient lanceur d'alerte et quels sont les ressorts d'une telle démarche? Alors, peut-être que vous me permettrez de revenir un tout petit peu sur l'affaire du Mediator, parce que là, je vous raconte ma vie. Voilà, elle n'est pas très compliquée. Hein. Je pense que ça fait écho pour chacun à ce qu'il a hérité de ses grands-parents, voilà, tout bêtement. Donc, l'affaire du Mediator, c'est ce qui m'amène, bien sûr, à témoigner aujourd'hui. Je vais vous la faire courte. Donc en 1990, je reviens d'une mission avec Médecins sans frontières en Thaïlande, en Birmanie, et j'arrive dans un service très spécialisé à l'hôpital Antoine Béclair, dans lequel arrivent des jeunes femmes qui viennent mourir d'une maladie pulmonaire très rare qui touche les vaisseaux du poumon, qui s'appelle l'hypertension pulmonaire. Et mes chefs sont absolument affolés parce qu'ils sont absolument persuadés que ces femmes meurent parce qu'elles ont été exposées à un coupe-faim dérivé de l'amphétamine qui s'appelle l'isoméride. Ça vous dira peut-être quelque chose, parce que ça a été très, très largement utilisé. Pondéral, isoméride. Et ils sont persuadés que ces femmes meurent de l'hypertension pulmonaire liée à la prise de ce coupe-faim, parce qu'il y a déjà eu une première épidémie de coupe-faim dans les années 70, avec un autre médicament dérivé de l'amphétamine et qui a amené à une épidémie dramatique d'hypertension pulmonaire mortelle en Suisse. Et au retrait de ce médicament, tout est rentré dans l'ordre. Donc, il y a une logique absolue à penser que cet autre dérivé de l'amphétamine tue ces jeunes femmes. Et pourtant, ça ne se passe pas bien. Le laboratoire ne veut rien savoir. Les autorités de santé sont pas très
pas très énergique, et il va falloir attendre plusieurs années, et notamment le fait que cette molécule soit commercialisée aux États-Unis également, massivement, pour qu'en 1997, c'est-à-dire 7 ans après ce stage pendant lequel je suis témoin de cette affaire-là, le produit soit retiré à l'échelon mondial, ce qui va provoquer aux États-Unis un énorme scandale avec une action collective qui va aboutir à l'indemnisation à hauteur de plusieurs dizaines de milliards de dollars pour plusieurs dizaines de milliers de victimes. Et en France, tout passera entre les gouttes, ou presque, hormis le combat d'une ou deux patientes. Donc c'est une histoire qui m'a profondément choquée quand j'étais jeune interne. Vraiment. Et je suis partie en 97 pour suivre mon mari à Brest. Et là-bas, j'ai créé un centre à l'hôpital de Brest. Je me suis fait embaucher, c'était compliqué. Et j'ai créé un centre pour m'occuper des malades atteints de cette maladie rare qui s'appelle l'hypertension artérielle pulmonaire. Et le temps passe. L'isoméride est une vieille histoire, mais qui laisse pour moi une trace extrêmement forte et scandaleuse, puisque je m'occupe régulièrement de gens qui viennent mourir de cette maladie liée à l'isoméride, et y compris à Brest, le père de l'instituteur d'un de mes enfants, enfin voilà, les gens continuent à mourir de l'isoméride. Et nous sommes donc, les années passent, et en 2007, c'est-à-dire 10 ans après l'interdiction de l'isoméride, on m'adresse une patiente qui souffre de cette maladie rare et qui est sous un soi-disant antidiabétique, le Mediator. Et pourquoi je tique? Tout simplement parce que mes collègues de l'hôpital Antoine Béclère m'avaient dit on est un peu préoccupé par le fait que le Mediator soit commercialisé. C'est un médicament des labos Servier et qui aurait peut-être un lien avec l'isoméride. Et ce nom de Mediator était resté voilà, dans ma tête pour des raisons évidentes. Et donc, il m'avait dit ça en 99. Et en 2007, je vois que cette dame est sous Mediator et je me dis, et si ça avait un rapport avec cette maladie? Alors, c'était un indice extrêmement ténu parce que le Mediator était commercialisé depuis 30 ans, depuis 1976, sans alerte particulière. Et quand j'allais consulter les bases de vigilance, notamment sur Internet, je voyais rien du tout. Mais quand même, donc j'ai appelé mes collègues qui m'ont dit si, c'est bien ce médicament qui nous préoccupe. Et j'ai aussi vu qu'une revue indépendante de l'industrie pharmaceutique qui s'appelle la revue Prescrire était donnée aussi l'alerte en disant c'est proche de l'isoméride et ça ne devrait pas être sur le marché. Et donc on a déclaré les cas, ce cas-là, puis d'autres cas. J'ai interrogé les patients. Bon, c'était des histoires qui tenaient plus ou moins la route, c'était pas évident du tout. Et je n'y croyais qu'à moitié, jusqu'à ce que mes collègues également cardiologues m'amènent des patients qui souffraient, eux, d'atteinte des valves du cœur, ce qu'on appelle des valvulopathies, et intrigués par ce que je leur avais raconté, ils avaient tendance aussi à réinterroger les malades et à s'apercevoir qu'ils étaient sous Mediator. Et de fil en aiguille, l'enquête a prospéré et nous avons cherché à savoir auprès du laboratoire Servier s'il y avait un lien entre l'isoméride et le Mediator. Et nous avons reçu une lettre officielle du laboratoire disant ça n'a rien à voir. Ça n'est pas la même molécule, ça n'a pas le même effet dans l'organisme, ça n'a rien à voir, radicalement différent. Et donc quand j'ai vu ça, je me suis dit je me suis trompée et puis ça explique que depuis 30 ans, il n'y ait pas eu plus d'alertes que ça. Sauf que, d'une part, je suis retournée vers la revue Prescrire pour avoir un peu plus d'informations, et d'autre part, la collègue avec qui je travaillais en pharmacovigilance a retrouvé des papiers anciens, il n'y avait rien sur Internet, et qui m'ont permis petit à petit, c'était vraiment retrouver les pièces d'un puzzle qui étaient dissimulées. Et je vous passe les détails, mais en gros, en 3 ans, j'ai d'une part pu reconstituer ce qu'était le Mediator, qui est absolument invraisemblable, parce que normalement, ça devrait être parfaitement simple et facile à trouver. Je me suis aperçue que le Mediator et l'isoméride étaient 2 molécules extrêmement proches, mais surtout que quand on les consommait, elles libéraient dans l'organisme exactement les mêmes molécules, aux mêmes concentrations, et qui étaient un poison parfaitement identifié, mortel, connu depuis le drame de l'isoméride. Et donc là, je me suis aperçue que le laboratoire Servier mentait et qu'il dissimulait la présence d'un poison répertorié
mortels dont des patients avaient déjà fait les frais avec leurs précédents médicaments. Donc ça, c'est le côté polar un peu. Et l'autre côté médical, c'est que moi, je suis allée chercher la présence de victimes. Quand vous savez qu'il y a un poison, ben, vous cherchez s'il y a des gens empoisonnés. Et donc, j'ai fait ce travail-là dans les archives de l'hôpital d'abord. Et effectivement, des cas sont remontés, effarants, que personne n'avait compris en fait. Et puis, nous avons pu faire, alors nous avons tout déclaré, nous avons été baladés par l'agence du médicament qui manifestement ne voulait pas entendre nos alertes pour des raisons dont on pourra parler, puisque l'agence a été définitivement condamnée au pénal depuis, notamment parce qu'elle était pourrie, corrompue, et par Servier. Et parallèlement, donc, nous avons fait des études statistiques, puis nous avons pu également travailler avec un médecin de la sécurité sociale qui, de son côté, a regardé les grandes bases de données de la sécurité sociale. Et nous sommes tous arrivés à la conclusion que le Mediator était bien un produit extraordinairement dangereux, comme annoncé, puisque quand on comprenait enfin de quoi on parlait, quelle était la molécule, et que il y avait un risque d'atteindre des valves du cœur et des vaisseaux du poumon très très élevé avec ces maladies mortelles. Et une fois qu'on a compris ça, on a pu le démontrer face à l'agence, en étant, pour nous, l'équipe de Brest, très violemment critiquée, à la fois par les experts qui travaillaient à l'agence du médicament, qui est le gendarme du médicament, et à la fois par les experts du laboratoire Servier, qui étaient à peu près les mêmes, en fait. Voilà. Et nous avons obtenu le retrait du médicament fin 2009. Alors, pour répondre à votre question, comment est-ce qu'on devient lanceur d'alerte? J'y reviens, mais je suis désolée, il fallait que je revienne par cette petite explication. Donc, fin 2009, on obtient enfin le retrait du Mediator de la commercialisation, sachant que 300 000 personnes en France en prenaient chaque jour, quand même. Inutile de vous dire que ça me faisait des nuits blanches, de savoir que parmi ces gens, certains commençaient cette descente aux enfers que j'avais vue dans les dossiers des malades. Et là, je me dis, il va falloir dépister, prendre en charge ces gens, peut-être s'interroger, etc. Et là, je m'aperçois que l'agence du médicament retire en catimini, ne fait aucune information. C'est Servier qui va envoyer au prescripteur un petit courrier disant bon, il y a quelques signaux, pas très importants, mais puis il y a d'autres médicaments qui peuvent remplacer le Mediator. Voilà, on retire un médicament comme ça. Et c'est là où je me trouve dans la situation où, d'une part, moi j'avais identifié au moins une quinzaine de victimes brestoises très graves qui avaient tout perdu. Hein, voilà, c'est là où on arrive effectivement sur la promesse du serment d'Hippocrate, c'est-à-dire des gens qui avaient tout perdu, qui avaient perdu leur travail, leur santé, souvent leurs compagnons, qui vivaient avec moins de 600 € par mois en invalidité et qui allaient probablement une espérance de vie très écourtée. Et qui savaient que c'était probablement le Mediator, puisque moi, je les avais retrouvés, voilà. D'une part, je me suis dit, j'en ai 15 à Brest, combien dans la France entière? Deuxièmement, que ces gens-là ne seront jamais avertis. Troisièmement, pour moi, le Mediator est la récidive d'un crime, puisque Servier avait laissé pendant des années l'isoméride tout en connaissant sa dangerosité, en le faisant commercialiser aux États-Unis avec la corruption de la Food and Drug Administration, de consultants également de l'agence du médicament américaine, et en développant des méthodes de barbouze, comprenant des menaces de mort à l'époque sur les scientifiques et les journalistes qui avaient voulu alerter sur le drame de l'isoméride. Et Servier est passé relativement entre les gouttes de cette affaire, puisque personne ne leur a demandé de compte à l'époque, en France. Aux États-Unis, c'est le laboratoire américain qui avait licencié la molécule qui a fait faillite, avec le montant des indemnisations qui a été racheté par Pfizer. Et Servier a eu quand même quelques ardoises à régler au Canada. Il était directement impliqué pour les victimes canadiennes. Et malgré cette affaire, pour moi, absolument énorme, ce que j'appelle le crime originel, Servier avait maintenu délibérément
sur le marché français en particulier, mais aussi au Maghreb, en Amérique du Sud, en Asie, un produit strictement similaire dont il cachait la vraie nature chimique. Et en le faisant passer pour un antidiabétique, puisque le diabète, en fait, un des traitements du diabète, c'est de maigrir. Donc c'est juste dément, inimaginable. Et je me suis dit, c'est pas possible, parce que je peux pas. Alors moi, je pouvais pas aller voir un procureur parce que je suis tenue par le secret médical. Donc je peux pas aller voir un proc en lui posant les dossiers en disant voilà, monsieur le procureur, ces gens-là sont empoisonnés, faites quelque chose. C'est pas possible. Je ne suis pas victime moi-même. J'avais bien sollicité l'association Que Choisir, des associations de consommateurs qui peuvent porter plainte au nom des consommateurs, et ce qu'ils étaient prêts à faire, et ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Ils sont partie civile, mais bon, ça risquait de ne pas avoir suffisamment d'accroche. Et je ne voulais pas pousser devant moi comme chair à canon les victimes du Mediator, parce que j'avais vu le sort réservé aux victimes françaises de l'isoméride, et elles avaient été littéralement carchérisées par les avocats et la défense de Servier à l'époque. Et donc, face à tout ça, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Et finalement, j'avais des amis journalistes, mais c'était compliqué parce que qui me disaient, bon, on peut faire 3 pages, une enquête, mais 3 pages, et puis comment est-ce que je vais pouvoir avoir le contrôle du récit ? Donc voilà, je suis dans la situation de potentiel lanceur d'alerte. Enfin, comment je fais connaître cette histoire-là ? Et finalement, je me suis dit, ben, il faut que j'écrive un livre, que je le publie pour raconter, voilà, cette enquête sur quelques années, de manière extrêmement lisse, si je puis dire. Et comme je suis pas du tout kamikaze, j'ai pris les conseils d'un avocat. Je suis allée voir des éditeurs à Paris, mais qui m'ont un peu emmerdée parce que ça allait prendre du temps, ça allait être compliqué. Enfin bref, certains qui se sont désistés. J'ai compris plus tard pourquoi, mais enfin on pourra en reparler, bref. Et finalement, j'ai confié l'affaire à un éditeur brestois extrêmement courageux, petit éditeur, qui m'a dit cette affaire, c'est une urgence. Et oui, c'était une urgence. Et donc, ça a été relu par cet avocat, et le livre est sorti en juin 2010, et il a été instantanément attaqué en justice avant même sa sortie par le laboratoire. Et à ma grande stupéfaction, à mon grand désarroi, condamné et censuré en justice. Donc on n'avait plus le droit de vendre le livre qui était censé dénigrer le laboratoire, alors même que le produit était retiré à l'échelon français et à l'échelon européen. Donc c'était quand même assez sidérant. Je vais quand même donner le titre de ce livre. Oui, donc Mediator, 150 mg, combien de morts ? Et c'est ce sous-titre qui a été censuré, alors que vous aviez une décision de la Commission européenne qui disait les atteintes cardiaques sont gravissimes et probablement très très sous-estimées. Donc il y avait absolument rien mais voilà. Et d'autre part, donc l'agence du médicament, absolument furieuse de la publication de ce livre, cherchait à tout prix à m'attaquer. Je l'ai su par des mails dont j'ai eu affaire. Et juste pour en revenir, comment on vient de lanceur d'alerte, je ne savais pas du tout que j'étais lanceur d'alerte, donc ça m'a posé énormément de problèmes parce qu'il y a une dénonciation par le biais de ce livre. On est obligé de nommer quelques personnes, enfin voilà, et donc on sait qu'on va les mettre dans la merde, très clairement. J'ai même été voir mon pasteur, vous voyez, je vais vous dire, sur la question de la légitimité de la dénonciation à Brest, Jean-Pierre Anzala, que certains connaissent peut-être. Et donc, je me suis posé beaucoup de questions sur est-ce que cette dénonciation, est-ce qu'elle est éthiquement acceptable ? Et quand le livre est sorti et que j'ai vu les mails que s'échangeaient les experts de l'Agence du médicament, certains parlaient, c'était très agressif envers moi, je me prenais pour un petit soldat, mais il en a fallu pendant la guerre, qui estime que si la Terre tourne, c'est parce qu'ils ont tout compris, etc. Enfin, c'était absolument horrible, ces textes. Et entre autres, il disait, elle se prend pour un whistleblower. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça, un whistleblower ? Et quand je suis allée regarder sur Wikipédia, j'ai eu la traduction qui avait été donnée en français par un sociologue français qui s'appelle Francis Chateau-Renaud, et qui disait, ben, c'est un lanceur d'alerte. Mais c'est un terme qui était encore peu connu, moi que je ne connaissais pas, et surtout, je ne savais pas que cette démarche-là de dénonciation d'un délit était une démarche, venant d'un citoyen, était une démarche théorisée.
voilà, qui avait et que aux États-Unis, c'était quelque chose qui était assez développé. Et par exemple, ça a été très bien mis en scène dans le film Erin Brockovich, par exemple, qui est vraiment voilà, une histoire tout à fait réelle et parfaitement illustrative d'une démarche de lanceur d'alerte, de lanceuse d'alerte en l'occurrence. Et ce terme, maintenant, tout le monde le connaît. D'ailleurs, tout le monde se proclame souvent plus ou moins lanceur d'alerte. Bien sûr, c'est aussi un peu dévoyé, mais ça a suscité beaucoup de questionnements sur cette démarche-là, avec des lois petit à petit qui ont cherché un petit peu à sécuriser ces parcours, et puis aussi des démarches citoyennes de création de maisons des lanceurs d'alerte, de salons des lanceurs d'alerte, pour que les gens qui se lancent dans une dénonciation fassent pas n'importe quoi et se retrouvent pas avec des emmerdes jusque-là. Parce qu'en fait, bon, moi je suis pas du tout kamikaze, et en fait ça va vous étonner, je suis pas très courageuse. Et donc, il fallait que j'ai quand même beaucoup réfléchi, j'ai pris les conseils d'un avocat. C'était pas une vidéo sur YouTube comme ça. Et voilà comment on devient lanceur d'alerte, en fait. Tout simplement, j'en reviens à vraiment, j'avais en face de moi, en tant que médecin, des gens dont qui étaient atteints de manière agressive dans leur intégrité, dans leur santé, dans leur dignité, qui étaient vulnérables, qui étaient empoisonnés. Et lorsqu'on est médecin, on a une empathie pour les patients, bien sûr, mais la maladie, il y a une fatalité. Donc on est ensemble pour se battre contre une maladie, essayer de la soigner, essayer au moins de l'adoucir, mais cette empathie, elle est celle que l'on peut éprouver, par exemple, si vous voyez quelqu'un qui émerge d'un tremblement de terre, voilà, vous allez lui porter secours et vous allez compatir à sa douleur, à ses souffrances. Mais c'est tout à fait autre chose lorsque la personne que vous avez en face de vous, vous réalisez qu'elle n'aurait jamais dû être malade, qu'elle est en réalité la victime d'un empoisonnement délibéré. Et là, je pense que c'est la situation dans laquelle vous vous trouvez lorsque, sauveteur, vous allez sortir des personnes des décombres d'une bombe, d'un bombardement. Et je pense qu'on n'éprouve pas la même chose, on n'éprouve pas le même sentiment, parce que là surgit, pardon de le dire, le mal. Et là, on est confronté à autre chose. Voilà. Et je pense que ce sentiment de révolte, il vous met véritablement hors de vous, hors de moi. C'est-à-dire que moi, je vous ai dit, je suis, voilà, j'ai un parcours extrêmement classique, certes, avec des valeurs apportées notamment par l'éducation que j'ai reçue et l'éducation protestante y a joué un rôle important, mais je pense que, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, beaucoup de personnes ont pu se retrouver dans ce type de situation en découvrant l'accomplissement d'un crime, en étant témoin, et en décidant effectivement de le faire connaître et de rendre visible les victimes et leurs histoires, et d'essayer d'obtenir justice. Je me sens depuis d'abord, la révolte, elle ne s'est pas éteinte, mais parce que je reçois au quotidien, en fait, des expertises et des témoignages des victimes qui continuent à mourir aujourd'hui, des conséquences du Mediator, avec des appels à l'aide qui sont absolument déchirants. Donc évidemment que cette révolte ne s'éteint pas, parce qu'elles sont extrêmement mal reçues encore aujourd'hui par les laboratoires Servier et leurs avocats pour tenter de contester la totalité de leurs demandes. Il n'y a eu aucune reconnaissance et aucun mea culpa de la part de ce laboratoire. Donc cette situation criante d'injustice reste aujourd'hui malheureusement tout à fait réelle, et on y reviendra, difficilement combattue par la justice française, ce qui est pour moi aussi une source quand même d'incompréhension. Et je comprends mieux la démarche de personnes qui, effectivement, découvrant des grands crimes, vont consacrer des années, voire leur vie, à témoigner et puis à faire connaître, voilà, ce qui s'est passé, parce que c'est insupportable. Ces victimes,
enterrée vivante. Et promise à l'oubli, c'est pas possible. Donc, de ce point de vue-là, voilà, c'est un petit peu... c'est probablement quelque chose qui est heureusement aussi une aspiration universelle au cœur de l'homme, je pense. Oui. Alors, vous devancez quelques questions que j'avais, mais c'est très bien. Je vais faire un petit retour en arrière donc, à la publication du livre Mediator 150 mg, combien de morts? Parce qu'après avoir utilisé votre voix, vous utilisez votre plume. Il faut trouver des solutions pour pas sortir les fusils, quoi. C'est un peu ça qui est compliqué. C'est encore pacifique. Et il faut trouver les ressources aussi pour lutter contre la haine, oui. Qui est une vraie question. Et donc, il faut combattre. Et il faut essayer de le faire avec des armes puissantes, mais dans une démocratie où les institutions sont censées effectivement prendre le relais. Donc, dans ce combat, est-ce que vous avez craint pour votre intégrité, pour votre légitimité scientifique? Puis je vais raccrocher tout de suite une autre question aussi. Est-ce que vous avez été obligé de faire jouer les mécanismes de protection contre les lanceurs d'alerte? Alors d'abord, ils n'existaient pas à l'époque. En fait, ce que m'avait conseillé mon avocat et ce qui a été mis en œuvre très vite par l'éditeur, c'était de me faire connaître dans la presse, de me médiatiser. Donc ça a été une arme aussi pour faire connaître ce scandale, mais aussi pour me protéger. Et c'est vrai que très rapidement, l'affaire est sortie dans les médias, d'abord de façon semi-confidentielle, puis mais ce qui a permis de faire que dans cette histoire, ce qui est très beau, c'est que très régulièrement, des personnes de divers horizons disent « Ah non, mais ça va pas du tout, et je viens avec toi ». Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant et qui reste encore vrai aujourd'hui. Et si des gens ont pu se lever, c'est parce qu'ils ont su, soit bien sûr par leur propre histoire, pour ceux qui étaient victimes, mais souvent c'est en lisant un journal ou une interview que des victimes se sont reconnues, que un député, le député Gérard Bapt, a dit « mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Il était rapporteur, il m'a contacté, que d'autres journalistes ont décidé d'enquêter, etc., etc. Donc il se met en place une chaîne de solidarité et elle débute aussi avec la médiatisation, c'est très important. Donc c'est vrai que ça a été un facteur de protection majeur, je pense. Je n'ai pas craint pour ma vie, et je refuse de craindre pour ma fille d'ailleurs, parce que ça n'a aucun sens. J'ai bien sûr beaucoup craint les procès. Enfin voilà, c'est très désagréable de se lancer dans quelque chose qui va susciter envers vous énormément de colère, de rancœur, de haine, des ennemis, quoi. Alors, des ennemis du côté de Servier, c'est évident, enfin, bien que je pense qu'ils auraient pu se comporter tout à fait différemment, mais en fait, c'est une société qui est beaucoup plus proche dans son organisation, depuis sa création, d'une secte que d'une entreprise, en réalité. Du côté des pouvoirs publics, à côté de cette réaction absolument ignoble de l'Agence du médicament, j'ai rencontré des responsables politiques et des hauts fonctionnaires qui ont été remarquables et sur lesquels j'ai pu m'appuyer, et encore jusqu'à aujourd'hui, pour faire valoir notamment les droits de ces victimes. Et voilà, donc dans cette histoire-là, on rencontre des bonnes personnes, et me protéger aussi, puisque finalement, voilà, ça devient de plus en plus compliqué de s'attaquer à quelqu'un qui est reçu, entendu, relayé par le ministre de la Santé, etc. Donc tout ça, ce sont des éléments de protection très importants. Ce que j'ai probablement le plus mal vécu a été les attaques venant de mes pairs, et qui n'ont pas cessé encore jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que là où j'imaginais que le corps médical, lié par ce serment, allait se dresser d'un seul corps pour protéger ses victimes face à ces très grands criminels, dont on avait tous les éléments constitutifs par des enquêtes bien faites, par les mises en examen, par les communications. Donc il y avait vraiment... et loin de là, j'ai assisté sidérée à de grandes campagnes
issus de sociétés savantes, de l'Académie de médecine, de très grands professeurs, y compris des professeurs d'éthique, pour défendre la firme Servier, pour nier l'existence de ces victimes, pour me décrédibiliser via des tribunes, via des livres, via des interviews. Et ça, c'est quelque chose qui m'a littéralement sidérée et qui est encore aujourd'hui, je pense, pour moi, un des plus grands sujets d'indignation. Voilà, donc ce ne sont pas des attaques à mon intégrité physique, mais par contre, ça a été une fracture majeure dans mon parcours professionnel. Et ça le reste aujourd'hui. Oui, puis ces fractures, on les voit aussi dans le corps médical, notamment pendant la période du Covid, où certains médecins ont lancé des affirmations contre des vaccins, contre des labos. Et ces personnes se présentaient comme sous l'angle de lanceurs d'alerte. Ouais. Alors bon, c'est un terme très dévoyé parce que beaucoup de gens, enfin moi j'ai reçu des milliers presque de lettres et de courriers, de mails, même de visites de gens se présentant comme lanceurs d'alerte. Parce que c'est un terme donc qui est devenu célèbre. Bon, alors en France, c'est sûr que l'affaire du Médiator y a contribué, mais au niveau international, c'était surtout Julian Assange, Edward Snowden. Enfin, ce sont ces histoires-là qui ont vraiment popularisé le terme de lanceur d'alerte. Et en fait, on s'aperçoit que peuvent se ranger de façon fausse sous cette bannière des gens paranoïaques, des gens qui veulent régler leur compte, voilà, tout un tas de personnalités qui sont souvent d'abord des problèmes psychiatriques, hein, ou voilà, et c'est très fréquent. Donc ça, c'est vraiment compliqué. Dans la pandémie du Covid, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, ce que je comprends, ça a été l'émergence donc d'une immense méfiance à l'égard des vaccins. Et pour moi, l'affaire du Mediator est malheureusement une vraie conspiration contre la santé, puisque à la fin du premier procès pénal, l'Agence du médicament a été définitivement condamnée pour des faits qui s'apparentent à de la corruption en réalité, et qui étaient absolument effarants. Un certain nombre de ses experts aussi. On a découvert que le monde politique avait été profondément influencé et soudoyé par Servier, une partie du monde politique. Donc cette sensation que quelquefois il y a de véritables ententes et conspirations pour faire du profit, garder des pouvoirs au détriment de la vie des gens, sont des affaires qui existent. Et malheureusement, l'affaire du Mediator est là pour le prouver. Et ce qui m'effare encore aujourd'hui, c'est que, justement, on revient à ce que je disais tout à l'heure, les sociétés savantes, ceux qui représentent l'autorité médicale, ne soient pas capables, devant une affaire comme celle du Mediator, d'avoir un discours extrêmement clair en disant cette affaire-là est absolument scandaleuse, criminelle, nous ne la cautionnons pas, et bien au contraire, nous n'aurons plus aucune collaboration avec le laboratoire Servier tant que les choses n'auront pas été faites proprement à l'égard des victimes, etc. Et malgré des manifestes que nous avons fait signer au fil des années, avec heureusement quelques grands médecins, quelques grands penseurs qui nous accompagnaient. Je tiens à saluer d'ailleurs un grand protestant dans cette affaire qui nous a toujours soutenus de manière très forte, qui est le professeur Didier Sicard. Et donc, pendant la pandémie du Covid, quand les gens s'aperçoivent qu'une affaire comme celle du Mediator n'émeut pas plus que ça les grands responsables de santé publique, que des grands responsables de santé publique, des grands professeurs de cardiologie et d'autres peuvent déclarer que le laboratoire Servier est injustement stigmatisé et qu'il est un laboratoire comme les autres, ce que j'ai lu dans des interviews, vous pouvez bien comprendre que quand vous avez des messages de santé publique avec des vaccins développés rapidement, etc., ça suscite une très grande défiance. Malheureusement, ça a été totalement instrumentalisé, cette défiance, par des personnalités
mégalomanes, paranoïaques, pour ne pas citer le professeur Raoult ou d'autres, qui se sont engouffrés là-dedans pour faire valoir malheureusement des théories absolument fausses et dangereuses. Parallèlement, les médecins comme le professeur Fischer et d'autres qui défendaient avec raison la vaccination contre le Covid, à l'époque où la mortalité était très très élevée, ce qui m'a sidérée, c'est qu'ils étaient attaqués par une sphère complotiste sur leur conflit d'intérêts, et ils répondaient à cela que ça n'avait aucune influence sur leur avis, au lieu de reconnaître que des liens d'intérêt, des conflits d'intérêts peuvent exister, et que pourtant, il y a une parole scientifique qui répond à certaines exigences et qu'il faut savoir entendre. Et donc, ça a été l'objet d'une confusion majeure. Et je me suis aperçue avec horreur que moi, j'étais devenue une sorte de caution du complotisme, que forcément, je serais anti-vax, anti-ceci, anti-cela. Donc j'ai étudié, j'étais pneumologue, donc en première ligne, puisque le Covid tue du poumon. Donc j'ai étudié très attentivement l'arrivée de ces vaccins. J'ai été absolument bouleversée par les premiers résultats, notamment des vaccins ARN. Et le prix Nobel, j'incite tout le monde à lire l'article dingue du Monde qui raconte l'histoire de Madame Kathleen Catino, quelque chose comme ça, qui est ce chercheur d'origine hongroise à qui nous devons des astuces mais génialissimes pour que les ARN puissent fonctionner, etc., sans nous blesser. Et pourquoi je vous dis? Oui, donc il y a un article dans Le Monde, franchement, ceux qui sont abonnés, allez le lire. Enfin, puis de toute façon, tout le monde va en parler probablement de ce prix Nobel. Mais voilà, moi j'ai dû prendre la parole en juillet 2021 pour dire vaccinez-vous. Alors que je ne voulais pas du tout me mêler de cette affaire-là, j'étais concentrée sur l'affaire du Mediator. Et j'ai retravaillé d'ailleurs avec le médecin de la Sécurité sociale qui avait permis de faire le calcul de la dangerosité du Mediator. Et il a refait tourner ses machines sur le vaccin. Et il m'a dit, j'ai rarement vu un truc qui marche aussi bien pour protéger la vie des gens. Et d'ailleurs, il reste c'est un lanceur d'alerte aussi, cet homme-là, puisque lorsqu'il a calculé les morts du Mediator, il n'y était pas autorisé par sa hiérarchie. Et il a eu des ennuis, enfin, ça a été compliqué pour lui. Donc il faut savoir que des gens se lèvent et prennent des risques, c'est bien, pour nous protéger, y compris au sein du monde médical que j'ai beaucoup critiqué là. Et voilà, donc l'affaire du Covid et la confusion et l'affolement total et les messages totalement contradictoires autour du Covid lui-même et de la vaccination me navre. Et surtout, je pense que le monde médical et les autorités de santé et politiques en sont grandement responsables, dans la mesure où elles sont incapables de séparer le bon grain de l'ivraie. Voilà. Et ça, si on ne peut pas faire ce travail-là et le montrer, on n'a plus de parole qui puisse être crue. Notamment dans le monde scientifique et médical, vous avez la vérité scientifique. Alors la vérité scientifique, elle peut toujours être battue en brèche. Donc, mais il y a une méthodologie pour raisonner. Hein. C'est-à-dire que le doute scientifique est un doute vertueux qui permet d'avancer, qui permet d'abattre une hypothèse et d'en construire une autre. Ça n'a rien à voir avec le doute de ce qu'on appelle les marchands de doute, le doute vicieux, celui qui tord la méthodologie de la méthode scientifique pour faire émerger des doutes qui n'ont pas en fait, qui partent d'allégations qui sont d'emblée fausses ou mensongères. C'est-à-dire que d'un mensonge, on peut créer quelque chose qui ressemble à une construction scientifique et à un doute. Et ça, c'est mortel, mortel. C'est le climato-scepticisme, enfin voilà, ça aboutit à ça a été la mise en cause de la dangerosité de la fumée de tabac, enfin, de l'amiante, etc. Les marchands de doute sont les plus redoutables ennemis de la survie de l'espèce humaine, en fait, je pense. Tout à fait. Donc, après, pour faire un pas plus vers
Pour revenir sur le Mediator et le combat que vous menez, est-ce qu'il y a un avant et un après de ces années de combat? Pour moi, vous voulez Oui, dire pour vous. Oui, bah, vous avez, je pense, compris que oui. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Peut-être dans le rapport avec vos patients ou dans votre rapport à la médecine? Bah, disons qu'il y a certainement un fossé. Enfin, moi, j'étais une bonne petite soldate de la médecine hospitalo-universitaire. Je n'avais pas eu conscience, j'avais pas pris conscience de la manipulation par le biais de l'influence de l'industrie pharmaceutique privée et de la toxicité des conflits d'intérêts et de leur omniprésence au sein du corps médical. Ça, enfin, je le voyais, j'avais des critiques, mais bien évidemment, je ne pensais pas que ça pouvait tuer massivement. En fait. Donc ça a été pour moi un choc. Et aujourd'hui encore, vous avez pu comprendre que je ne suis pas prête de pardonner à toute une fraction de ce monde et de ce système hospitalo-industriel qui reste encore aujourd'hui intimement lié à un laboratoire criminel comme le laboratoire Servier. Pour moi, c'est inacceptable. Donc évidemment, ça a créé une très grande fracture psychique par rapport à ce qui étaient des valeurs que je pensais beaucoup plus universellement respectées. Voilà. Après, par rapport à la relation avec mes patients, ça m'a surtout bien gênée dans mon exercice médical. J'ai reçu de la part de ces patients c'est le cas de le dire, ils ont été patients. C'était eux qui me demandaient de mes nouvelles quand ils venaient en consultation. Voilà, la relation, au contraire, avec ces patients s'est plutôt resserrée, voilà, est devenue. Et aujourd'hui encore, moi j'exerce notamment dans un hôpital assez excentré qui est à Carhaix, en Centre-Bretagne. Donc c'est une population qui est très défavorisée et donc qui est atteinte par les maux de la misère et ceux notamment de l'alcool et du tabac. Et on partage la même indignation, la même colère vis-à-vis d'un sentiment de trahison des élites et d'incapacité d'un État à nous protéger par rapport à la prédation de certains grands groupes. Et pourtant, on a besoin de ce que font ces groupes industriels, mais encore faut-il que nous en soyons et les pouvoirs publics, des remparts par rapport aux risques de transgression. Il ne s'agit pas de dire que les industriels sont tous des filous, mais les risques de transgression sont multiples parce qu'il y a une financiarisation galopante de tous ces groupes, des exigences sur la rentabilité. Donc, les tentations de transgression sont permanentes, multiples. Et donc, si nous ne sommes pas capables, nous, le corps médical, nous, les autorités de santé, nous, l'État français, de faire, voilà, de cuirasser cela, c'est affreux et c'est le sentiment que ressentent de très nombreux citoyens, notamment parmi ceux qui devraient être protégés. Donc oui, tout ça, vous voyez, ça me met encore très en colère aujourd'hui et ça m'incite encore aujourd'hui à témoigner. Ouais. Oui, et donc j'en viens à ma dernière question. Donc aujourd'hui, vous témoignez toujours. En 2023, vous avez publié cette bande dessinée Mediator, un crime chimiquement pur. Est-ce que cette publication répond à un besoin de faire connaître l'affaire encore à plus grande échelle? Et si oui, quelle est la cible de ce livre? Alors, effectivement, je vous incite tous à lire ce livre. À l'acheter, à le lire, je vous le dédicace si vous voulez avec joie. Ça n'est pas une démarche commerciale puisque mes droits d'auteur sont reversés à l'association Mieux Prescrire qui édite la revue Prescrire justement, qui est cette revue qui m'a permis de comprendre un petit peu ce qui se passait, mais parce que elle raconte les trois fils de récit. D'abord, c'est la vraie histoire. Il y a eu des films, il y a une pièce de théâtre qui sont importants, qui sont des témoignages puissants, mais qui relèvent en partie de la fiction et d'une réécriture. Ça, c'est la vraie histoire et qui parle du crime originel, l'affaire de l'Isoméride, jusqu'au Mediator.
les 3 fils que nous avons suivis avec mon co-scénariste, qui était journaliste au Parisien au moment du scandale de l'Isoméride, et qui a subi procès et intimidation personnelle, à tel point qu'il a lâché ce métier et qu'il est devenu auteur de thrillers et scénariste de bande dessinée. Et c'est comme ça que, en discutant, qu'on s'est dit, mais c'est une BD qu'il faut écrire, parce que je veux que ça s'adresse aussi à tous les citoyens, que ce soit accessible, mais aussi aux jeunes, et notamment futurs, soignants, droit politique, etc. Et ça marche. Donc ça, c'est formidable. Nous suivons 3 grands fils dans ce récit. Le fil de toute cette enquête, qui commence en fait avec les premiers lanceurs d'alerte. Vous verrez que je ne suis que à la chaîne de plusieurs lancements d'alerte depuis les années 70. Et donc, vous avez tout le fil du développement de ces coupes-fins, Isoméride, ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Belgique, etc., jusqu'à l'émergence de l'affaire du Mediator et jusqu'à la tenue du premier procès pénal qui s'est tenu entre 2019 et 2021 au tribunal des Batignolles, le grand tribunal de Paris, la moderne, et qui a abouti donc à une condamnation de l'Agence du médicament et du laboratoire Servier. Pour la petite histoire, donc, il y a un appel sur la condamnation de Servier, à la fois des procureurs et de Servier. Donc, un deuxième procès en appel s'est tenu au tribunal de Paris, là, au début de l'année. Il a duré 5 mois. Et on attend un délibéré le 20 décembre. Voilà. Et donc, il nous a paru essentiel que le Mediator, bon, oui, c'est une sale affaire, mais voilà, qui n'est pas très précise, soit raconté. Donc ce fil-là, il est raconté jusqu'à l'épilogue du premier procès. Et puis, bien évidemment, les victimes, quelques histoires de victimes particulièrement marquantes et particulièrement illustratives de ce drame absolu sont relatées. Donc il y a des pages qui sont consacrées à quelques victimes individuelles avec qui j'ai travaillé main dans la main. Et puis, le troisième fil, c'est l'histoire absolument invraisemblable de cette firme qui est née de l'esprit d'un homme, je pense, malade d'emblée, Jacques Servier, qui était mégalomane et très paranoïaque, et l'expansion invraisemblable de ce groupe pharmaceutique qui se développe sur des méthodes qui sont essentiellement basées sur la manipulation, le mensonge scientifique et la corruption. Donc c'est très impressionnant. Et je raconte tout ça parce que il y a eu donc une très grande enquête pénale, 3 juges d'instruction, 7 gendarmes à temps plein qui ont spécialisé dans le domaine de la santé, qui ont enquêté, qui ont perquisitionné. Donc c'est une des plus grandes enquêtes judiciaires jamais menées en France, en réalité, et qui est une véritable autopsie de ce crime industriel qui se noue dans les années 60. Dans les années 60. Et les procès ayant eu lieu, nous avons pu avoir accès à tous ces éléments. Et la bande dessinée reprend les éléments les plus marquants. Alors, pour reprendre tout, il faudrait faire 15 tomes, 20 tomes. Mais comme j'avais suivi pas à pas, j'ai assisté aux 7 mois d'audience du premier procès, intégralement, etc. Donc, tout ceci nourrit et permet de raconter véritablement comment une telle affaire est possible et de savoir qu'il n'y a aucune place à la fiction dans cette bande dessinée, qui se lit, je crois, d'une traite. Et pourtant, il n'y a aucune place pour la fiction. Même les paroles que nous mettons dans la bouche de Jacques Servier, elles ont été écrites dans ses livres, dans ses interviews, etc. Donc, il n'y a aucune part d'imagination dans cette bande dessinée. Alors, juste pour le petit clin d'œil protestant, je ne parle pas spécifiquement, bien évidemment, de mes origines, mais j'avais envoyé, comme je suis représentée, enfin j'ai un personnage avec les cheveux relevés et une petite croix, donc j'avais envoyé au dessinateur une photo de ma croix pour qu'il sache un peu ce que c'était que ce drôle de petit bijou, et il la représente assez précisément dans une case que j'aime bien parce qu'elle est un clin d'œil, voilà, fraternel. Merci beaucoup, Irène.
Merci beaucoup pour cet échange. On va, Merci à vous. on va Il y a peut-être passer, des questions voilà, alors on va maintenant. passer à la partie des questions. Le public est nombreux ce soir. Hervé peut faire passer le micro. Il y a déjà une première question derrière. Merci beaucoup, merci pour tout, pour ce soir et pour tout. Peut-être que dans ce moment, vous serez aussi des saintes protestantes. Je vais vous répondre. Solideo Gloria. Est-ce que parmi les grands comptes qui vous ont non seulement pas suivi, mais en plus écrit, etc., est-ce que c'est le temps pour moi de venir demander pardon? Oui. Parce que si, enfin, c'est pas facile. Non. Si je venais en 17 à la Goldstadt, je sais pas c'est pas si facile que ça. Non, non. Là, c'est pas vous raconter comme ça, on peut dire évidemment. Et il devait forcément y avoir des failles, des petites choses pendant que ça s'est passé pour que certains, c'est pas que l'argent qui est pas possible. Ouais. Il y a eu effectivement, et d'ailleurs je le dis dans le livre quand je parle de tel ou tel expert qui combat, enfin qui m'attaque, qui défend Servier, etc. J'ai reçu parfois des lettres d'excuses et j'ai eu rarement, mais il y a eu. Et je me souviens d'un dialogue particulièrement intense et douloureux avec un expert de santé publique qui avait conseillé Servier et qui m'avait d'ailleurs mise en danger véritablement parce que, étant intelligent, il avait moyen effectivement parfois de me mettre en difficulté sur certains aspects méthodologiques. Enfin voilà. Et donc je lui en voulais mortellement, vraiment. Et on a eu une explication très franche quelques années plus tard. Et il m'a avoué à quel point il avait atrocement souffert de son rôle, que pas un jour ne se passait sans qu'il y pense. Ce qui est, et je me souviens lui avoir dit que voilà, cette douleur, elle le sauvait, certainement. Voilà, mais ça n'a pas été très fréquent quand même. Et encore, enfin, moi je vous dis, je reste en colère parce que pour quelques histoires comme ça magnifiques, de cardiologues aussi qui sont venus me voir en me disant mais je n'en dors plus, on est passé à côté de ça pendant 30 ans, c'est voilà, donc il y a vraiment eu des très, je vous dis, ce qui me frappe beaucoup dans cette histoire, c'est que il y a très régulièrement des rencontres exceptionnelles, tout le temps. Et je n'y vois rien, mais quand même, il y a toujours, dans les moments très compliqués, très difficiles, à chaque fois, il y a quelqu'un qui se lève et qui dit j'y vais, y compris quelquefois en se mettant en danger. Donc des gens qui m'ont suivi, enfin qui m'ont suivi, qui ont décidé de défendre les victimes et qui ont dû faire face à des difficultés, à des attaques, à du dénigrement, etc. Donc c'est jamais, c'est pas gratuit. Et pourtant, ça a été constamment le cas, y compris de la part d'experts, y compris de la part de certains qui avaient été de l'autre bord et qui ont véritablement se sont convertis véritablement. Donc ça, c'est extrêmement soutenant. Donc oui, il y a ce genre d'histoire existe et ont été pour moi à chaque fois magnifique et essentielle. Une prochaine question. Oui, je vais rebondir sur la première remarque de Constance. Vous avez évoqué ce temps d'école publique et les héros que vous avez croisés grâce à des monitrices d'école publique. Aujourd'hui, je suis devenue une de ces monitrices. Donc, dans ce temps, je vais non pas vous poser une question, mais vous faire une confidence et aussi une promesse. Désormais, à l'école publique, je parlerai de votre engagement. Je peux vous dire en regardant dans les yeux, vous allez rejoindre le Panthéon de Noé.
Merci pour les enfants que vous avez associés. Ça me touche infiniment, comme vous l'imaginez. J'avais deux questions un peu médicales. J'ai deux questions un peu médicales. Est-ce que actuellement, il y a des patients qui ont développé la maladie plus de 10 ans après avoir arrêté le médiator? La réponse est oui, mais c'est exceptionnel. Donc, si quelqu'un a consommé du Mediator, qui est retiré depuis 2009, et me demande est-ce que je risque de développer une hypertension artérielle pulmonaire, la réponse, elle est oui, malheureusement, et c'est ce que nous avons fait valoir d'ailleurs devant les juges pour obtenir des indemnisations au titre du préjudice d'angoisse, comme des gens exposés à l'amiante. Mais la probabilité individuelle, quand on a consommé du Mediator, de développer à distance cette maladie très grave, elle est de l'ordre de peut-être 1 pour 10 000, vous voyez. Donc ça reste exceptionnel. Le Mediator a été distribué à 5 millions de personnes en France. Donc évidemment, même un cas sur 10 000, vous prenez votre calculette, ça fait un certain nombre de patients. Heureusement, pour l'hypertension artérielle pulmonaire, c'est très rare. En ce qui concerne les valvulopathies, les atteintes des valves cardiaques, ça ne se développe jamais à distance. Ça peut se découvrir à distance, parce qu'il y a des formes qui se constituent pendant l'exposition, mais bon, qui ne sont pas diagnostiquées. Et c'est quelques années plus tard qu'on va tomber sur une fuite anormale et dire mais qu'est-ce que vous avez pris Et là, il faut questionner les personnes, et elles ont pris soit d'Isoméré, soit du Mediator. Mais en réalité, cette fuite, elle existe depuis le moment de l'exposition. Elle ne se développe pas ultérieurement. Et or, c'est tant mieux, parce que les valvulopathies sont beaucoup plus fréquemment, c'est 15% pratiquement sous Mediator, donc c'est vraiment très très élevé. Donc, à distance maintenant du retrait de ces produits, le risque pour des gens qui n'ont rien, qui ont une échographie cardiaque normale, est pratiquement insignifiant. Voilà ce que je peux vous dire. Et également savoir si certains patients, vous avez fait d'autres, et qu'est-ce qui explique que certains sont malades? Eh bien, j'aimerais bien savoir, et j'ai une étude génétique qui est en cours depuis maintenant presque 10 ans, c'est-à-dire qu'on a fait des prélèvements, on pense que c'est, enfin, forcément, il doit y avoir parce que ce 15%, il a constamment été retrouvé, enfin, c'est les chiffres, il y a des gens qui ont pris 30 ans de Mediator et qui ont un cœur parfait. Donc, moi, j'ai une étude génétique qui est en cours. D'ailleurs, j'ai une réunion bientôt pour refaire le point avec les généticiennes qui découpent les gènes de ceux qui ont été exposés, qui n'ont rien, de ceux qui ont été exposés, qui ont des maladies graves. Et pour l'instant, on n'a pas trouvé de prédisposition génétique, qui serait quand même une de mes hypothèses principales. Il y a d'autres questions. Soyez pas timide, j'en vois. Est-ce que vous estimez que dans le monde de la santé et dans le monde politique, on commence à tirer des leçons de cette terrible aventure? Alors oui, assez rapidement, heureusement, il y a eu une loi de sécurité du médicament qui a été votée en décembre 2011, qui a été portée notamment par Xavier Bertrand, et qui a profondément modifié le fonctionnement des agences, notamment du médicament, et fait la transparence, exigé la transparence des liens qui étaient alors totalement opaques liés entre les médecins et les laboratoires. Qu'on peut consulter, n'importe qui peut aller sur ça s'appelle Transparence Santé, et voir quel laboratoire invite vos médecins en congrès, avec forcément une influence sur sa pensée médicale. C'est démontré. Donc ça, c'est possible de le savoir. Par contre, malheureusement, pour l'instant, au niveau du corps médical lui-même, hors agence, beaucoup me disent, tu te rends pas compte, ça a énormément changé, les conflits d'intérêts maintenant, tout le monde y fait attention. Honnêtement, concrètement, je trouve que ça n'est pas,
il y a des chartes qui ont été écrites, etc. Mais je trouve que pour l'instant, ça n'est pas du tout convaincant. Le conflit d'intérêts reste une norme au sein du monde médical, mais il y a des combattants qui se sont levés, notamment, il y a toute une petite bande qui ont créé des sessions de formation pour les jeunes médecins sur l'initiation à ces conflits d'intérêts, leurs risques, etc. Donc, il y a des initiatives, il y a des formations, il y a voilà, des gens qui poussent, hein, et que je connais bien parce qu'on échange beaucoup, mais ça reste minoritaire quand même par rapport au fonctionnement usuel, notamment dans les hôpitaux français, où les conflits d'intérêts restent une norme et où les laboratoires restent les principaux financeurs de la formation professionnelle tout au long de la vie professionnelle, les invitations à des congrès, les contrats de consultance, etc., qui restent absolument légion et qui sont, à mon sens, inadmissibles. Donc voilà, c'est vous voyez, je suis très choquée. D'ailleurs, simplement si on regarde le laboratoire Servier, même par rapport à ce laboratoire qui n'a, je le rappelle, rien reconnu, rien admis, qui continue à... Parce qu'on me dit ils ont changé, mais non, ils n'ont pas changé. Ils n'ont viré personne. Ils ont les mêmes consultants, ceux qui trichaient pour le Mediator. Ils opposent une fin de non-recevoir à toutes les demandes indemnitaires. Il faut se battre pied à pied. Donc leur comportement est absolument ignomineux encore aujourd'hui en 2023, ce que nous avons dit d'ailleurs devant les juges. Et bien que le disant, bien que le dénonçant, très régulièrement, Servier est un des plus gros sponsors du monde médical, via des contrats de consultance, et par exemple dans le monde de la cardiologie française. C'est le sponsor majeur de la cardiologie française. La cardiologie française n'a jamais pris ses distances avec ce labo qui a pourtant provoqué des drames cardiaques à leur nez, à leur barbe, en les trompant, en trompant les cardiologues eux-mêmes. Donc c'est invraisemblable en fait. Et ça, il n'y a pas d'évolution là-dessus. Donc ça, moi, ça me... Vraiment... Alors, on va revenir à la Bible. Une des principales... Enfin, une phrase qui m'a beaucoup inspirée, je crois qu'elle est dans Prophète, c'est « Tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent le cœur des justes. » Et c'est exactement cela. C'est-à-dire que lorsque l'on revient à cette vocation de médecin, c'est dans l'imaginaire, dans toute notre... Nous pensons que on va embrasser, par exemple, un métier de soignant pour apporter à autrui nos compétences de façon indépendante, loyale, honnête. Voilà, donc cœur pur et yeux ouverts. Et c'est bien à ce monde-là, celui des médecins, des soignants en général, que je m'adresse régulièrement en leur disant « N'acceptez point les présents, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent ceux qui ont le cœur pur. » C'est quand même... ça date pas d'hier. Donc je pense que c'est vraiment au cœur de notre complexité, de nos dissonances cognitives. Voilà, ça a été admirablement écrit. J'ai jamais entendu mieux dit. Merci Madame pour votre intervention. Est-ce que vous avez reçu des appuis francs et massifs de l'Agence française du médicament? Alors au début, pas du tout. Ça a été extraordinairement violent. L'Agence française du médicament m'a violemment attaqué. Je suis violemment. De façon inadmissible d'ailleurs, en essayant de prévenir, de me punir via l'ordre des médecins, via les académies, via ma direction, et en s'alliant avec Servier. Donc tout ceci est impardonnable. Et heureusement, l'agence, d'abord, a été l'objet d'une profonde restructuration. Et ceux qui ont pris la tête de l'agence après l'émergence du scandale ont décidé de reconnaître les torts de cette agence
et n'ont pas fait appel, ont plaidé coupable et n'ont pas fait appel des condamnations pénales de l'agence en tant que personne morale. Et je pense que c'est quelque chose de très important. J'ai pas eu beaucoup de regrets de ceux qui y officiaient à l'époque, hein, mais bon, c'est pas la question. C'est pas eux qui m'ont écrit ou bon, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, effectivement, l'agence a définitivement reconnu qu'elle était coupable de blessures et d'homicide involontaire. Donc ça, c'est essentiel. Voilà. Après, je m'entends très bien. Enfin, il y a quelques responsables de l'agence avec qui j'échange et avec qui je m'entends bien aujourd'hui. Et bien sûr, c'est 10 ans après, même un peu plus, les faits. À l'époque, c'était plus compliqué. Sur cette question des relations avec les médecins, comment se situe la France avec le pays d'Europe? La France, enfin, le problème est européen et mondial. C'est-à-dire que la question des conflits d'intérêts, malheureusement, n'est pas propre à la France. La France se situe mal, mais pas pire que la majorité de nos voisins, y compris du Nord. Donc, alors, la petite différence peut-être, c'est que, par exemple, aux États-Unis, la notion de conflit d'intérêts est une notion qui est acceptée. C'est-à-dire que les médecins, les responsables de santé, etc., affichent leur conflit d'intérêts. Sans, ça, ce qui est terrible en France, c'est qu'en plus, on se drape dans ça peut pas nous arriver, nous sommes le pays des droits de l'homme, donc il y a un déni extrêmement fort de l'existence des conflits d'intérêts et de leur impact. Et donc, ce sont des choses qui sont dissimulées car elles sont considérées comme honteuses et donc soit niées. J'ai des liens d'intérêt, mais ce ne sont pas des conflits, alors que tout indique que ce n'est pas le cas. Et je ne suis pas pourrie et je vous interdis de le dire. Et ça, c'est une espèce de fierté mal placée, un peu à la française quand même. Mais bon, c'est une question de mentalité. Voilà, donc il y a une posture qui est différente par rapport à cette question des conflits d'intérêts. Et donc, ils sont traités différemment. Voilà. Mais ils existent partout. Allez regarder une série qui concerne le drame des opioïdes aux États-Unis. Donc, c'est une histoire Servier-like avec la famille Sackler. Et il y a 2 séries actuellement, une qui s'appelle Dopsic et l'autre qui s'appelle Painkiller, qui racontent cette histoire-là, mais vous la retrouverez sur Internet aussi. Et c'est une histoire à la Servier avec des corruptions massives au sein du monde médical aux États-Unis. Mais ça n'est pas tout à fait, c'est d'ailleurs assez étonnant. On a vu des experts américains payés par Servier venir défendre Servier pendant le procès pénal, donc des grands professeurs de cardiologie, des grands professeurs d'épidémiologie américains, venir donner un certain nombre d'argumentaires souvent fallacieux pour défendre la firme Servier, et reconnaissant qu'ils étaient payés pour ça 500 € de l'heure. Et avec donc des sommes très importantes, voilà. Donc ils avaient, oui, c'est 500 € de l'heure, sachant que voilà, enfin c'est des gens qui reconnaissaient avoir reçu plusieurs centaines de milliers d'euros pour ce témoignage, ce qui est inconcevable en France. Inconcevable. Donc vous voyez, on a des différences de mentalité. Et alors c'est rigolo parce que aux États-Unis, si vous allez témoigner dans un procès, alors c'est instruit, ce sont les avocats de la défense, par exemple, pour les victimes. Ce sont les avocats des victimes qui vont choisir des témoins, qui vont présenter. Enfin, le système judiciaire fonctionne différemment. Et c'est aussi aux victimes et à leurs avocats de mener l'enquête et de venir apporter des preuves. Et donc de faire, par exemple, témoigner des experts. Et bien, si vous dites que vous le faites gratos, vous n'êtes pas crédible. Voilà. Donc c'est rigolo. On est vraiment dans des... Les mentalités ne sont pas les mêmes. Bonsoir, vous avez rappelé combien pour Racine elle était importante pour vous. Comment est-ce que vous avez partagé cette épreuve en famille?
Alors, j'ai la chance d'avoir un mari épatant, parce qu'il n'a pas craqué, jamais. Et je pense qu'un des très gros problèmes des lanceurs d'alerte, j'en connais beaucoup, hein, des vrais lanceurs d'alerte, et qui se retrouvent complètement seuls. Parce que, d'abord, là, j'ai de la chance parce que cette alerte a quand même abouti à des grands procès, à des révélations, même si je ne suis pas satisfaite de tout. Donc voilà, elle a été confortée par les investigations, elle a abouti à des procès, hein, heureux ceux qui ont soif de justice. Voilà. Donc ça, on peut avancer, parce que sinon les gens deviennent fous s'il n'y a pas, s'ils voient qu'en fait l'affaire est enterrée et tourne en rond. Et donc ça, c'est épuisant pour les proches. Et bien souvent, ils perdent tout, le job, le compagnon, et se brouillent avec les 3/4 de la famille. Ça, c'est vraiment des histoires banales de lanceurs d'alerte. Et moi, j'ai échappé à ça. Alors mon mari me dit, oui, mais parce que ça fait quand même 15 ans que ça dure, cette blague. Et quelquefois, on demande à mon mari, mais d'abord, quand j'ai vu qu'on risquait d'avoir des procès avant la parution du livre, et des procès qui nous coûtent très cher, je me suis dit, il faut quand même que j'en parle à Bruno, et je lui ai dit, écoute, il faut quand même qu'on ait un échange juste, pas longtemps, mais parce qu'il ne me posait pas de questions, enfin, il suivait l'affaire, mais je lui ai dit, il faut quand même qu'on discute, là, avec la parution du livre, ça peut très mal tourner, quoi, et puis ça peut nous coûter cher. Et il m'a dit, mais t'as pas le choix. Enfin voilà, il y a pas de, c'est pas un sujet. Voilà. Mais au moins, moi, j'étais plus confort de me dire, bon, si ça tourne vraiment très mal, on sera, au moins, on se sera mis d'accord avant. Donc ça, c'était une chose importante. Et puis après, effectivement, sur le long terme, ça fait 15 ans que ça dure et que ça me mobilise énormément. Un peu moins maintenant, mais c'est vrai que ça a été quand même des années, parce que ce qui a été le plus dur, et je pense que vous l'avez compris, c'est que les 3 années jusqu'au retrait du Mediator et même l'émergence de ce scandale, bon, le scandale a éclaté fin 2010, début 2011, moi je me suis dit c'est terminé, et je ne m'attendais pas en fait à avoir en face de moi ce bloc de déni de mes propres pairs. Et ça a été insupportable, des experts qui disaient mais ça n'a rien à voir avec le Mediator, etc. Et ça a duré des années, des années, des années. Il faudra un jour que je l'écrive, parce que ça a été abominable. Et là, vraiment, c'était terrible. Mon mari me le dit, il me dit, de toute façon, tu étais prête, pour un peu, tu allais t'immoler par le feu. Enfin, ça devenait insupportable. Et heureusement, mon mari m'a dit, mais il en riait il n'y a pas très longtemps, en me disant, mais ce qui était bien, c'est qu'à chaque fois, tu gagnais. Et donc, nous, on était avec toi, parce que, voilà, tac, on y arrivait, quoi. On franchissait les étapes. Et du coup, c'est quand même, il y a une dynamique dans ce combat qui n'a jamais tourné en rond, en réalité, même s'il y avait des moments difficiles. Donc, ça a été quand même, voilà, ça a entraîné toute la famille. Et avec quand même toujours, il y avait des résolutions qui étaient quand même satisfaisantes, quoi. Et puis des moments très importants pour mes enfants, par exemple, quand il y a eu le tournage du film, il y a un film qui s'appelle La fille de Brest, qui a été tourné par Lionel Berco. Et ils ont tourné fin 2015, justement, c'est des années très difficiles, et parce que les victimes se faisaient, mais j'ai des victimes qui ont quand même, après 4 ou 5 heures de confrontation en expertise avec les avocats Servier, qui ont fait un arrêt cardiaque. Voilà. C'était abominable, c'était insoutenable. Et donc, et avec des experts qui ont rajouté parfois l'ignominie. Je vais vous donner un exemple. Une femme jeune, lyonnaise, double victime comme beaucoup, isoméride puis Mediator, avec donc une atteinte cardiaque opérée à cœur ouvert, très jeune, dramatique, et qui notamment, elle me l'avait raconté, lui interdisait d'envisager une 3e grossesse dont elle rêvait, etc. Et lors de l'expertise, lorsqu'on fait valoir le fait que ce drame cardiaque l'empêche d'avoir des enfants, la réponse des avocats de Servier, ils avaient fouillé la totalité de son dossier médical, c'est qu'elle avait fait une IVG étant jeune fille, qu'il fallait quand même relativiser ce désir d'enfant. Voilà les arguments qu'on oppose à ces gens.
Donc c'est monstrueux, puis je peux vous en citer, voilà. Donc c'était vraiment une période absolument terrible. Et là, le tournage du film qui s'est fait à l'hôpital de Brest, avec des grands acteurs, avec toute une équipe, etc., c'était absolument extraordinaire. Et ça a été pour mes filles en particulier, elles ont suivi l'équipe pendant des mois. Et voilà. Donc il y a eu des moments de joie et voilà, de choses qui étaient un peu plus fun et qui étaient plus sympas. Et puis je pense que aujourd'hui pour eux, ça a été quand même une école, voilà, un peu dans leur vie. Maintenant, c'est une histoire qui fait partie aussi de voilà, de leur histoire personnelle. Voilà. Quel a été le rôle de votre ordre, de l'ordre des médecins dans votre expérience? Le rôle, pardon, j'ai pas entendu de Le rôle de l'ordre des médecins. l'ordre des médecins. Mitigé. En fait, l'ordre des médecins, c'est très vaste. Hein. Bon, il y a un ordre des médecins, donc il y a des ordres, il y a un ordre national, et puis c'est décomposé en chambres régionales et départementales. Bon. Bah, pour vous donner un exemple, la chambre départementale du Finistère avait à sa tête un médecin formidable, et qui a été extraordinairement de bons conseils, soutenant, etc. Donc un type épatant. À l'inverse, j'ai été très violemment attaquée par certains ordres, donc du meilleur et du pire dans l'ordre des médecins, des rencontres parfois tendues avec des responsables de l'ordre des médecins, mais parfois aussi des gens qui m'ont confié leur effarement face à la question des conflits d'intérêts, parce que l'ordre est très au courant. Enfin voilà, beaucoup de... Donc mitigé. Bon, là pour vous donner un exemple, on attend... On attend un procès important devant l'ordre des médecins. Le collectif des victimes, alors moi je suis bien sûr très proche de beaucoup de victimes du Mediator, ou de leurs ayants droit, pour celles qui sont décédées, et notamment d'une jeune femme qui s'appelle Lisa, dont l'histoire tragique ouvre la bande dessinée. Lisa a perdu à 20 ans sa mère devant elle, qui s'est effondrée en s'étouffant, et elle est morte en un quart d'heure, et ce qui s'appelle un œdème pulmonaire. Et à l'époque, c'était en 2004, personne n'a su lui dire pourquoi sa mère était morte comme ça, alors qu'elle n'avait pas de problème de santé connu. Et c'est son père qui a lu une interview du Parisien en 2010, et qui s'est tout à coup souvenu que sa femme consommait du Mediator, qui m'a contacté. On a remonté l'histoire, et on a pu démontrer qu'elle était morte à cause d'une atteinte cardiaque liée au Mediator. Et donc cette famille s'est engagée dans un combat donc au pénal, n'a pas accepté d'indemnisation de la part de Servier pour aller jusqu'au bout de la démarche au pénal. Parce que Servier exigeait que les parties au pénal se désistent de leur implication dans le procès pénal, qui ne peut pas se fermer, hein, puisque le procureur poursuit, hein, quel que soit le comportement, enfin, même si les victimes ne veulent pas. En France, contrairement aux États-Unis, le procès pénal va à son terme. Mais si les victimes se désistent, elles ne témoigneront pas, elles ne seront pas partie civile, etc. Donc ça a un impact quand même sur le déroulement du procès pénal. Et donc cette famille-là n'a pas voulu se désister. Et Lisa a grandi et elle est devenue avocate. Et je l'ai retrouvée à mes côtés lorsque le procès a débuté. Et on a suivi les deux procès côte à côte. Et nous avons été très choqués de la relaxe de certains experts qui étaient mis en cause, notamment un grand professeur de pédiatrie qui s'appelle le professeur Claude Griselli, qui a été en réalité, d'une part, un très grand scientifique, un très grand pédiatre, mais malheureusement, il s'est avéré soudoyé par Servier depuis une trentaine d'années, à des très hauts niveaux, pour intercéder, enfin, il faisait partie du système d'influence de Servier, et notamment lorsque l'affaire du Mediator éclate, pour faire croire que tout ceci n'était qu'une machination médiatique, et qu'il n'y avait pas du tout tous ces morts, etc. Et donc, il a en particulier
influencé de manière importante la mission d'information qui se déroulait à ce moment-là au Sénat, avec des accointances, avec c'était pas la présidente, c'était la rapporteuse de cette mission d'information, la sénatrice Marie-Thérèse Hermange. Et ils ont été pincés sur des écoutes téléphoniques parce que les grands responsables de Servier étaient sur écoute téléphonique et les gendarmes se sont aperçus qu'il y avait des échanges avec ce grand professeur et avec cette sénatrice pour modifier le rapport du Sénat, pour aggraver les torts de l'agence et disculper Servier. C'est extrêmement grave. Et les juges d'instruction ont mis en examen toutes ces personnes pour trafic d'influence. Les juges ont finalement relaxé, alors que les faits sont parfaitement établis, mais ils ont été relaxés parce que les juges ont considéré qu'une mission d'information du Sénat n'avait pas de pouvoir décisionnaire et que pour être condamné pour un trafic d'influence, il faut que cette influence s'appuie sur une instance qui a des pouvoirs effectifs. Ce qui, aux yeux des juges, moi je le récuse, je ne suis pas d'accord, n'était pas le cas d'une mission d'information. Parce qu'à mon avis, dans ces cas-là, il ne faut plus faire de mission d'information. Bref, si ça n'influence en rien les lois et les réglementations. Et donc, ils ont été relaxés au pénal, bien que les faits soient établis. Eh bien, le collectif de victimes du Mediator a décidé à ce moment-là de porter plainte devant le Conseil de l'Ordre contre ce professeur pour des manquements à la déontologie. Et ça n'a rien à voir avec le pénal. Hein, c'est un autre ordre de grief. Des atteintes à la probité, des atteintes, etc. Et le Conseil de l'Ordre saisi s'est associé à la plainte. Ce qui est super, parce que ça donne du poids à cette plainte. Donc, en prenant connaissance des... Voilà. Et le procès, devant donc une instance qui est à la fois tenue par l'ordre, mais dirigée par un magistrat, va se tenir là en novembre. On verra bien quelle est la position, est-ce qu'il va y avoir condamnation, quel ordre de condamnation ou pas. Mais la chambre départementale s'est associée à cette plainte. Ce qui veut dire d'ailleurs que si le résultat n'était pas satisfaisant, il y aurait probablement un appel devant des instances supérieures. Mais à l'inverse, une victime du Mediator a porté plainte contre un des médecins de Servier qui avait été responsable de la pharmacovigilance tout au long de la commercialisation du Mediator et qui a été activement qui s'est démené pour étouffer les alertes de pharmacovigilance et qu'en plus, qui après a été embauchée par Servier pour contester les demandes indemnitaires. Non seulement elle a participé à la catastrophe, mais elle voyait aucun problème à venir contester les demandes indemnitaires, très bien payées par Servier. Et donc la victime indignée a porté plainte devant le Conseil de l'Ordre contre ce médecin qui était inscrit pour atteinte à la probité, atteinte à l'indépendance, parce que dans le serment d'Hippocrate, là en l'occurrence, vous jurez que vous allez exercer en toute indépendance. Et le Conseil saisi a débouté violemment la victime. Et cette dame a été absoute. Malheureusement, l'avocat n'a pas voulu faire appel, ce que je regrette, parce que je pense que l'affaire aurait dû être plaidée devant le Conseil national et des instances supérieures dirigées par un magistrat. Mais il y a un risque d'être en plus obligé à payer pour procédure abusive. Et l'avocat n'a pas voulu prendre le risque pour ça. Donc, l'attitude là du Conseil de l'Ordre, de ces responsables-là, a été plus que lamentable, a été absolument consternante. Donc voilà, vous voyez, ça dépend sur qui on tombe. C'est une question d'homme, comme toujours. Irène Frachon, merci beaucoup pour cet échange. On arrive au terme du temps imparti, malheureusement. En revanche, je vous invite à rester pour boire un verre avec nous. Alors, on peut être, je l'oublie, mais là, je ne vais pas l'oublier. Pour ceux qui veulent faire quelque chose, associer les victimes dans vos prières d'intercession, certainement, mais aussi pétitionner pour qu'on retire la Grand Croix de la Légion d'honneur à titre posthume de Jacques Servier. Jacques Servier a été décoré par Nicolas Sarkozy, Grand Croix de la Légion d'honneur en 2009. Il a été décoré par tous les pouvoirs. Ça ne vise pas spécialement Sarkozy, qui avait été quand même son avocat d'affaires dans les années 80. Bref. Mais indépendamment de ça, Servier a arrosé tous les pouvoirs et il a grimpé tous les échelons des honneurs.
et notamment donc Grand-Croix, à côté de l'abbé Pierre, de Geneviève Antonios de Gaulle, etc. Enfin voilà, je vous passe. Et donc, c'est particulièrement inadmissible. Et le règlement de la Légion d'honneur ne permet pas que l'on retire à titre posthume, post-mortem, une légion. On peut l'attribuer à titre posthume, c'est souvent le cas, mais on ne peut pas la retirer. Et donc la pétition, c'est qu'on modifie cette réglementation. Il ne s'agit pas de déboulonner des vieilles statues, mais les gens continuent à mourir du Mediator, et la firme Servier garde un potentiel toxique extrêmement fort. Donc, je pense que c'est pas trop demandé. Et donc, c'est sur change.org. Voilà. Et j'ai une autre bonne nouvelle, c'est que cette BD et le livre sont disponibles à l'arrière à la vente. Encore une fois, merci beaucoup pour les rencontres d'automne. On se retrouve le 17 octobre. Et encore une bonne soirée et merci beaucoup, Hélène. Merci à vous. Merci à vous. Ah oui, alors, il faut que je vous raconte. Que j'ai quand même réalisé que parmi tous les arguments de Servier pour le décrédibiliser, le discréditer, il y a une contre-question.